C'est quoi le film? Putain, je trouve pas. Ferme ta gueule, c'est quoi ça? Quelqu'un a pas vu le mettre, s'il vous plaît? 3, 4. Allez, mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer, tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer. Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est, c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série numéro 7 de l'Ultime Séance qui sera consacré à l'édition 2024 du Festival de Cannes. Cette année, c'était le retour du fameux Festival international du cinéma pour la 77e fois depuis sa création, et il s'est tenu donc dans la ville de Cannes du 14 au 25 mai 2024. Chaque année, Cannes, c'est le retour des prix affolants des Airbnb, de l'anglais approximatif pratiqué en soirée ou dans la journée, c'est le retour du stress de la billetterie, de la frustration de ne pas avoir eu la séance qu'on désirait, mais également le retour des heures de sommeil qui seront impossibles à rattraper, et le retour des ampoules aux pieds après avoir marché en talons toute la journée sous un soleil de plomb, et des coups de soleil chopés après avoir poireauté 3 heures dans la file de dernière minute pour finalement se voir refuser l'entrée du tapis rouge parce que le pins du drapeau de la Palestine qu'on arbore fièrement sur notre costume n'a pas été designé par Dior ou Louis Vuitton. Bref, c'était Cannes quoi. Et en parlant de retour, c'est également le retour de certains habitués de la croisette qu'on appelle un petit peu les abonnés, tels que cette année Jacques Audiard, Cronenberg, Serebrennikov ou bien Andrea Arnold. Mais Cannes, chaque année, c'est également l'occasion d'avoir sur le tapis rouge une nouvelle génération d'auteurs bienvenus, parmi lesquels on pouvait compter Ali Abazi, Karim Aynouz, Sean Baker ou Alain Guiraudy. Et puis Cannes, cette année, c'était enfin également le retour de dinosaures du cinéma, tels que Francis Ford Coppola, George Lucas, Paul Schrader ou bien Kevin Costner. Cannes 2024, c'était aussi un jury varié reflétant le cinéma d'aujourd'hui, avec Greta Gerwig comme présidente, et des membres aussi variés que Lily Gladstone, Hirokazu Koreeda, Pier Francesco Favino ou Omar Sy. Cannes 2024, c'était également 3 palmes d'honneur décernées tout au long du festival, pour Meryl Streep lors de l'ouverture, au studio Ghibli en plein milieu, et enfin pour George Lucas lors de la clôture. Cannes, c'est aussi, comme toujours, un paradoxe, celui de l'opulence et de la superficialité qui côtoie la misère sociale dépeinte dans des films d'auteurs sincères et profonds. C'est le paradoxe d'une volonté affirmée de soutien au mouvement MeToo avec l'invitation de Judith Godrèche et la projection de son court-métrage, tout en ayant en ouverture le film de Dupieux le plus ouvertement réac, moquant ce même mouvement de libération entre 2 gags de serveurs maladroits. Comment ça va, Izzy? Ravi de ce festival? Eh bien, ça va bien et oui, assez contente, oui. Et toi? Écoute, on est là justement pour en parler un petit peu et débriefer sur les films qu'on a pu voir là-bas parce que, effectivement, comme l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir y participer grâce à l'opération 3 jours à Cannes. Cette opération qui permet aux jeunes de 18 à 28 ans de se rendre au festival sur une période de 3 jours, soit au début, au milieu ou à la fin du festival, afin d'y voir un maximum de films. Et cette année, du coup, on a pu y aller, donc c'était... Comme l'année dernière, on a décidé d'y aller sur la dernière période, donc du jeudi 23 au samedi 25 mai 2024. On a ainsi pu voir là-bas près de 11 films en 3 jours, sans compter 5 films bonus qui ont été vus avant le festival ou juste après qui sont des rattrapages. Ce qui porte à 16 le nombre de films que l'on va traiter aujourd'hui dans cette émission. On commence donc avec 3 films qu'on a pu voir et découvrir avant de se rendre à Cannes. Il s'agit donc en premier du film qui faisait l'ouverture, le 2e acte de Quentin Dupieux, sorti dans nos salles le 14 mai 2024, qui était donc présenté en hors compétition et qui faisait donc, comme je l'ai dit, l'ouverture. Et comme souvent depuis quelques années, le film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes est diffusé directement dans les salles de cinéma françaises, précédé de la cérémonie d'ouverture, donc diffusé en direct sur l'écran de cinéma. Donc pour résumer un petit peu ce film, ce nouveau film de Quentin Dupieux, il fait comme tous les films de Quentin Dupieux 1h20. Et puis il a pris une troupe d'acteurs et d'actrices assez connus du paysage français, à savoir Vincent Lindon, Léa Seydoux,
Louis Garrel, Raphaël Quenard, entre autres. Et donc on va suivre ces personnages-là en train de tourner dans un film, mais c'est des frontières un petit peu floues entre le moment où ils tournent le film, où ils ne le tournent pas. Et voilà, c'est principalement un procédé théâtral de mise en abîme où les personnages que vous voyez dans le film vont très souvent briser ce qu'on appelle le quatrième mur pour s'adresser directement au spectateur, ou en tout cas jouer un petit peu avec les codes de narration d'un film. Alors du coup, Izzy, quel a été ton avis sur ce premier film qui ouvrait le festival ? Alors, on va commencer par ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire pas beaucoup de choses. Déjà Stéphane, voilà, le personnage du figurant, quand vous verrez le film, vous voyez de qui je parle. J'ai beaucoup aimé cette séquence-là où vraiment j'ai vraiment ri, j'étais là, ok, ça c'est ça que j'aime bien dans le cinéma de Quentin Dupieux, ça j'adore, c'est un peu absurde et tout, c'est drôle, on rigole. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait d'avoir des longs plans séquences d'un duo d'acteurs, et en fait que du coup le plan ne bouge pas, on les suit juste dans la discussion et ça marche. On voit pas forcément le temps passer et je trouve que c'est intéressant comme procédé, dans le sens où on s'ennuie pas et tout ça, ça tient à la force du dialogue. Et ça, pour le coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, il faut savoir ce qu'ils disent dans les dialogues et ça, j'adhère pas du tout et c'est là où je vais un peu défoncer le film. C'est-à-dire que vraiment, Quentin Dupieux, on dirait qu'il se transforme en vieux réac. Il blague sur tout le monde. Tout le monde y passe, vraiment tous les sujets, même justement le hashtag MeToo, lui c'est celui qui m'a fait le plus dire ok non, j'aime pas du tout, j'adhère pas du tout, peut-être que c'est du second degré tout ça, mais je trouve ça extrêmement maladroit, surtout comme t'avais dit Boris, avec justement l'intervention de Godrèche pour ce festival de Cannes, je trouvais ça, enfin voilà, pas du tout ok. Et aussi son truc d'intelligence artificielle, c'est éclaté, on dirait vraiment en fait, on dirait un papy qui... Ça m'a énormément fait penser au film québécois Testament de Denis Arcand, sorti en 2023, où en gros c'est le wokisme, c'est de la merde, machin, nanana. C'est totalement ça que je retrouve dans son film et c'est dommage. Parce que je sais pas. Et puis aussi ses fins, toujours mal foutues. Il a très déçu de ce film-là. À part, voilà, le côté positif, ce serait Stéphane et les plans séquences peut-être. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment déçu, quoi. Voilà. Eh bien, je dois dire que je partage pas mal ton opinion sur le film, qui a été une petite déception pour moi. Même si, sur la forme, j'y voyais un petit peu ce qu'il faisait avec un de ses premiers moyens-métrages non-film, qui était assez intéressant. Sur le côté, on tourne un film, mais sans équipement, on voit pas l'équipe technique. Enfin, on joue vraiment avec le médium cinéma. Et puis, on retrouve son goût pour les dialogues et son amour du cinéma de Bertrand Blier, notamment. Moi, j'ai beaucoup pensé, par exemple, au film Les Acteurs, qui est totalement un truc où on a une ribambelle d'acteurs qui vont jouer un peu de leur propre rôle et persona. Et donc là, ça, c'est le côté positif que j'avais, c'était ce côté mélange de fiction et de persona assez intéressant, où un personnage, par exemple Vincent Lindon, va jouer un peu une propre caricature de lui-même tel qu'on peut le percevoir à travers les rôles qu'il a l'habitude de jouer. Et on sait jamais du coup la part de vérité ou pas. Et donc voilà, on peut trouver un peu d'autodérision là-dedans qui est assez bienvenue. Et j'aime beaucoup la scène où il se prend la tête avec Raphaël Quenard. On a un peu le choc de génération qui se confrontent. Mais après, malheureusement, effectivement, j'en retiens surtout, comme tu as dit, le discours réac qui en ressort. Le côté on peut plus rien dire. Bon, ça, c'est un peu bof. C'est pour ça que j'ai un peu un avis en demi-teinte. Et exactement comme toi, si on se réfère juste à son titre, le deuxième acte, il sait pas faire de troisième acte, Dupieux. Et il l'a dit lui-même lors de la conférence de presse, ça l'intéresse pas. Ça le fait chier. Et donc voilà, j'ai envie de lui dire, ton film il est intéressant, mais tu as abandonné le cinéma, va faire du théâtre. On peut passer au deuxième film vu avant le festival, qui était Marcello Mio de Christophe Honoré. Donc ce film-là, il est sorti le 22 mai 2024, en plein festival, et c'est le seul film, je crois, qui était en compétition officielle, qui était également disponible en même temps dans les salles françaises. Donc là, je vais être tout seul dessus parce que tu ne l'as pas vu. Non. Mais du coup, pour essayer de résumer, en fait, on va s'intéresser à l'actrice Chiara Mastroianni, donc une actrice franco-italienne, puisque sa mère, dans la vraie vie, donc c'est Catherine Deneuve, et son père Marcello Mastroianni, célèbre acteur italien des années 50-60.
Et donc, en fait, dans le film, elle va se transformer en son père petit à petit. Parce que on lui a dit lors d'un... En gros, elle a un poids sur les épaules, on la compare toujours à son père ou à sa mère quand elle va jouer. Et un jour, une metteuse en scène lui demande de jouer un peu plus comme son père que sa mère. Et donc, elle va un matin se réveiller dans le miroir et voir le reflet de son père à la place de son reflet. Et d'un seul coup, elle va se mettre à s'habiller comme un homme et à porter une perruque pour lui ressembler. Typiquement, la tenue qu'on peut imaginer de lui dans certains films, avec son chapeau, ses lunettes. Et je dois dire que c'est assez troublant, parce qu'en fait, on se rend compte vraiment qu'elle a des traits de visage de son père. Bon, en beaucoup plus féminin, visage plus fin et tout. Mais il y a un truc un peu troublant. Et donc, en fait, le reste du film, ça va être en fait une troupe d'acteurs, d'actrices qui sont autour de cette personne, qui vont jouer leur propre rôle. Donc, on a par exemple Catherine Deneuve, on voit sa mère, on voit Melville Poupeau et Benjamin Biolay, qui étaient ses ex. On voit Fabrice Lucchini qui joue Fabrice Lucchini et qui va être son partenaire de jeu à l'écran. Et il va s'imaginer en train d'être ami avec Marcello Mastroianni, mais incarné par sa fille. Et donc voilà, il y a pareil un truc troublant. Ça rejoint un petit peu le deuxième acte sur le côté fiction, réalité. Mais là, en fait, quand j'ai vu la conférence de presse, ils disaient qu'ils jouaient des versions d'eux-mêmes qui n'étaient pas forcément eux-mêmes, mais un fantasme, quelque chose imaginé par le réalisateur. Parce qu'en fait, le réalisateur, il est très ami avec l'actrice principale, Chiara Mastroianni, qu'il a déjà fait jouer dans plusieurs de ses films, et c'est de lui qu'est venue cette idée, ce projet-là. Le film s'est fait pas mal défoncer, parce que beaucoup de gens, déjà, je pense qu'ils détestaient le projet avant même de voir le film, et ils parlaient d'un entre-soi bourgeois, ce qui est pas tout à fait faux, mais je trouve que c'est pas le propos du film. Moi, je trouve qu'il y a quand même un bel hommage à cet acteur italien que je ne connais pas tellement, mais qui donne envie de s'intéresser à sa filmographie. Et ça va aussi questionner le poids donc de l'héritage génétique et du népotisme. Est-ce que c'est facile de se faire une place dans un milieu quand tes parents sont déjà placés ou reconnus? On va plus connaître justement elle. Son nom de famille est très attaché à l'acteur italien, mais enfin sa mère aussi est assez importante, quoi. Donc il y a forcément ce truc de comparaison qui arrive. Mais je trouve que en dessous de ça, il y a quand même en sous-texte des questions sur le changement de genre, même sur un peu la transidentité. J'ai trouvé que bizarrement, il y avait peut-être un discours là-dessus aussi, et personne ne relevait ça ou quoi. Je sais pas. Au final, j'en retiens une comédie avec un ton léger. Si vous voulez voir à la fin Catherine Deneuve qui fait du volleyball sur la plage, bah voilà, vous pouvez regarder ce film et passer un petit moment doux. On peut passer au troisième film qu'on a vu avant la compétition. C'était Furiosa de George Miller. Donc, il est également sorti le 22 mai 2024 et il était présenté hors compétition, lui. Pour résumer, en fait, si vous avez vu Mad Max Fury Road, vous connaissez le personnage de Furiosa qui était interprété par Charlize Theron. Et bien là, c'est tout simplement une préquelle qui est centrée sur son personnage, qui est cette fois-ci joué par Anya Taylor-Joy. Alors, Izzy, un avis ? Mais je trouve qu'il apporte pas vraiment plus que Fury Road, justement. Et j'aurais peut-être aimé voir davantage, par exemple, la ville d'où elle vient, et plus de réponses. En fait, là, vraiment, en plus, on s'était un peu enchaîné tous les Mad Max avant de voir celui-là. Du coup, je les ai un peu tous en tête. Et justement, Fury Road, il apporte quelque chose de nouveau, tout ça, ok. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris le film et ils ont dit, ok, toutes les questions dans Fury Road, on va leur répondre dans ce film-là. Mais très rapidement, en mode, ouais, pourquoi elle a perdu son bras, machin. Que ça, comme s'il y avait une espèce de liste. Et fallait tout cocher. Et je trouve que ça apporte pas grand-chose. Chris Hemsworth, là, avec son nez. Enfin, je sais pas pourquoi pas prendre un autre acteur au lieu de prendre celui-là et de le rendre moche, alors que bon, c'est tout ce qui est méga beau gosse. Je sais pas, genre un peu déçu. Après, il y avait des scènes stylées, oui, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai pas du tout été à fond dedans. Je trouve ça dommage parce que y a un potentiel, quoi, mais je trouve que ça, c'est vraiment, on dirait Fury Road 2, mais en beaucoup moins bien, quoi. Et je trouve ça dommage. Et aussi, pareil, ce que je critique un peu au nouveau, à Fury Road et à celui-là, c'est que tous les effets de cascade, tout ça sur la route, je trouve que ça fait un peu faux. Enfin, ça se mélange au CGI et tout, de peu qu'il y en ait. Et du coup, on voit pas ce qui est vraiment vrai. Et justement, c'est ça qui est spectaculaire dans Mad Max.
Et donc bon, moi, de toute façon, de la saga, mon préféré, ça reste le 2, Mad Max 2, où je sais pas, il y a aussi le truc de l'époque et tout. On voit vraiment les cascades et c'est un peu mis en avant. Et dans celui-là, je trouve que c'est un peu gâché par tous les effets spéciaux et tout. C'est un peu dommage. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'univers est du coup quand même beaucoup plus développé que dans Fury Road. Même si on voit pas, c'est la terre verte là de Greenland, peut-être d'où elle vient au début. Ça démarre sur les chapeaux de roue et se fait enlever. Mais on voit tout l'univers construit autour. Et ça, j'ai beaucoup aimé le côté festival de freaks en tout genre. Il y a vraiment pas mal d'images crado, de trucs sales, quoi. C'est assez dur. Je trouvais que c'était intéressant. C'est vraiment le film le plus sombre et violent de la saga à ce niveau-là. Et aussi, comme toi, peut-être que je trouve qu'il y a trop de fonds verts qui rendent l'univers artificiel et beaucoup de cascades un peu obsolètes. Parce que je pense qu'il y a une base solide, mais comme elles sont beaucoup trop retouchées derrière numériquement, ça vient rajouter un côté irréel et ça vient me désancrer d'une certaine réalité qui était plus présente pour moi dans Fury Road, mais qui commençait déjà à glisser un peu sur cette pente. Et là, ce que les défenseurs de Miller et lui-même affirment, c'est qu'il voulait être plus proche d'un univers de conte, quelque chose de la légende, de la fable. Et donc c'est pour ça qu'il y aurait donc ces fonds verts moches. Bon, non. Mais du coup ça m'a rappelé un petit peu l'esthétique des films de Snyder qui joue à fond cette carte-là. Et voilà. Mais du coup c'était comme du Snyder mais en bon, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de bons films. On peut passer donc cette fois-ci au Festival de Cannes. Et donc le premier jour, le jeudi 23 mai 2024, avec dans l'ordre de visionnage, on a commencé par voir le film Flow. Alors, je sais pas comment on prononce le nom de la personne qui l'a réalisé. Je vais essayer. C'est Jeans Zilbalodis. Il n'y a pas de date de sortie annoncée encore. Et c'était dans la sélection Un certain regard. Donc, pour essayer de résumer ce film, déjà, c'est un film d'animation avec pour personnage principal un chat. Oui, vous avez bien entendu, un chat. Et en fait, il n'y a pas d'humains dans cet univers-là. C'est que des animaux. Ça se passe un petit peu dans un contexte, on va dire, de fin du monde, ou en tout cas un truc post-apocalyptique, où il n'y a plus de traces de civilisation humaine. Seuls résident des animaux qui errent un petit peu sans but, tandis que les eaux des océans montent petit à petit, prêts à tout engloutir sur leur passage. Alors Izzy, je te laisse commencer. Eh bien, c'était une très belle surprise et très belle découverte parce qu'on n'avait pas du tout prévu de voir ça et on s'est un peu retrouvé par défaut à voir ce film-là pour commencer notre séjour au Festival de Cannes. Et très 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 belle surprise. Rien que l'histoire, un peu la moralité de ce film d'animation, vraiment très belle. C'est au final tout ce qui reste, c'est les êtres, les animaux quoi, des êtres purs, innocents qui sont. Ils y peuvent rien de tout ce que nous, on a engendré, quoi. Et du coup, il reste que eux, et je trouve ça très, très beau. Après, au début, je trouve que l'animation est un peu bizarre, surtout au moment où on voit un groupe de chiens. Ça fait un peu 2D, 3D bizarre de jeux vidéo. Le style graphique au début est un peu perturbant. Mais en fait, on s'y fait, et après, je trouve ça vraiment très beau, en fait. Mais au début, je sais que je trouvais ça un peu bizarre. Et après, peut-être qu'il y a des longueurs à certains moments, parce qu'il est assez court, hein, je crois qu'il dure 1h30, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Et du coup, il fait peut-être un peu long à certains passages, mais sinon, c'est un peu, voilà, c'est l'Arche de Noé sans Noé. Et ça m'a fait penser aussi au film Le règne animal, mais comme si c'était Le règne animal 2, où, imaginons, tous les humains sont 100% transformés, et on se retrouve dans ce milieu où il n'y a plus d'humains et du coup c'est juste des animaux tous différents qui doivent apprendre à cohabiter et je trouve ça vraiment très beau. Donc vraiment très belle découverte et je conseille à tout le monde de voir ce film. En plus, tu peux parler n'importe quelle langue, tu peux comprendre ce film parce qu'il y a 0 dialogue et c'est juste des animaux qui communiquent et c'est vraiment très fort, je trouve, qui apprennent à habiter ensemble, malgré toutes leurs différences et c'est très poétique, très doux, et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, moi aussi, j'ai été touché par ce film, qui était un petit coup de cœur inattendu, effectivement, et ça permettait de bien commencer le festival. J'ai
particulièrement aimé l'espèce de message écolo qu'il y avait derrière. Il m'a fait même verser ma petite larme, oui, je l'avoue. Et du coup, comme toi, j'ai apprécié cette histoire de l'Arche de Noé revisitée, hein, avec un petit peu tout un bestiaire qui se retrouve embarqué sur un petit navire, une petite barque qui navigue tandis que le monde est englouti par les eaux. Et voilà, non, plutôt très intéressant. Aussi, j'aime beaucoup des fois les trucs qui n'ont pas forcément de dialogue, mais qui arrivent à faire passer un message universel. Donc là, ça passe beaucoup par le sound design des créatures, de l'univers et la musique qui est pratiquement omniprésente et qui nous berce et nous émeut. Mais côté négatif, effectivement, j'étais pas forcément fan du style graphique au début qui faisait penser une espèce de vieille 3D. Moi, j'ai pensé à un dessin animé comme Wakfu dans les années 2000. Voilà, ce genre de rendu-là de 3D. Et effectivement, qui rappelait des jeux vidéo parce qu'après, on a appris du coup que le réalisateur, il me semble, il a travaillé d'abord dans l'industrie du jeu vidéo avant de se lancer un petit peu dans le cinéma. Donc il va combiner un petit peu les deux techniques. On peut passer au film suivant qui était September Says de Ariane Labed. Donc ce film-là n'a pas de date de sortie encore et il était présenté dans la sélection Un certain regard. Pour le résumer, c'est un film de coming of age avec la relation entre deux sœurs adolescentes aux caractères diamétralement opposés. L'une s'appelle July et l'autre September. Un événement survient et elles se réfugient dans une maison à la campagne avec leur mère. Easy, point positif, négatif de ce film ? Alors, j'ai bien aimé l'histoire de base. Donc, on suit ces deux sœurs, on dirait qu'elles sont sœurs jumelles, quoi. Enfin, elles se ressemblent tout en étant totalement différentes niveau personnalité. Ce que j'ai moins aimé, ce serait un peu la subtilité du déroulement du scénario. En gros, il y a un événement qui fait que tu es censé le deviner bien plus tard, mais en fait, tu le devines dès le départ, assez rapidement. Donc, je trouvais ça un peu dommage, peut-être plus jouer dessus, en mode on sait pas, machin. Et là, je trouve que c'est un peu trop explicite. Donc, ça, dommage. Après, je voudrais peut-être que ça parte plus dans l'horreur, pas forcément visuelle, mais au moins l'ambiance générale, qu'elle soit peut-être encore plus stressante, plus de suspense, où on sait pas vraiment ce qui va se passer, tout ça, de plus en plus bizarre peut-être, ça j'aurais peut-être apprécié. Donc il y avait beaucoup d'éléments, même l'ambiance, les plans et tout ça, la couleur aussi, enfin la lumière plutôt, c'était très très beau, mais ouais, il y avait un peu ce côté frustrant de ça va pas aussi loin que je pensais, et le fait qu'on devine un peu assez tôt ce qui va se passer, c'est un peu dommage. Donc un peu frustrant, je dirais, ce film. Pour ma part, j'ai pas précisé, mais Ariane Labed, du coup, c'est une actrice avant d'être réalisatrice, qui est grecque ou franco-grecque. En tout cas, c'est la femme de Yorgos Lanthimos. Et elle a joué, on a pu la voir dans certains de ses films, Alps ou The Lobster, par exemple. Et donc là, c'est son premier film. Moi, je trouve que c'est pas parfait, mais c'est pas mal quand même pour un premier film. J'ai bien aimé que ça soit un film en trompe-l'œil, qui va pas dévoiler tout de suite son vrai sujet en fait. L'ambiance décalée qui m'a rappelé un petit peu le cinéma de Lanthimos, surtout concernant le personnage de donc la fille September, qui est assez atypique, on va dire. Pas une fille ado comme on a l'habitude d'en voir. Et il y a aussi pas mal un discours sur la féminité qui est développé dans ce film-là. Après, niveau négatif, effectivement, j'ai deviné assez rapidement le point de bascule qui s'opère. Même si je dirais pas que il y a pas de... Enfin, je trouve que c'est quand même assez subtil. En fait, si vous avez vu déjà plusieurs histoires, pas mal de films ou lu de livres où il y a des mécanismes que vous connaissez un petit peu, vous pouvez vous douter de quelque chose, mais sinon, je trouve que c'est plutôt bien fait. Jusqu'au moment, malheureusement, où il y a une espèce de révélation finale. Et là, du coup, on manque de subtilité. Je pense que c'était pour attraper vraiment les gens qui n'avaient pas forcément compris ou essayé de comprendre ce qui se passait jusque-là et qui se prennent ça en pleine poire. Donc ça, c'est un petit peu dommage, pas forcément nécessaire. Effectivement, après, on peut projeter des envies. J'aurais eu envie que ça soit jamais vraiment expliqué et qu'on reste dans un doute, en fait. Voilà. Pas trop en dire sur le film parce que ça serait gâcher potentiellement ce qu'il y a d'intéressant dedans pour ceux qui l'ont pas vu. Mais franchement, assez intéressant. Ensuite, nous avons découvert le dernier film de Arnaud Desplechin, à savoir Spectateur, avec un point d'exclamation à la fin, s'il vous plaît.
Donc ce film-là n'a pas encore de date de sortie annoncée, mais vous pouvez d'ores et déjà découvrir sa bande-annonce sur les internets. Et il était présenté au Festival de Cannes en séance spéciale. Alors pour décrire ce film, c'est un espèce de film-essai sur le cinéma et le public qui le regarde. On est dans une forme bâtarde, à la fois entre le documentaire et une fiction un peu autobiographique. Par exemple, on va avoir pas mal d'extraits de films qui vont être commentés, un petit peu à la façon d'un épisode de Blow Up, l'émission de Arte, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et même parfois les passages donc de fiction, où on va voir en fait le jeune Paul Dédalus, qui est un peu l'alter ego du cinéaste dans plusieurs de ses films. On va le voir donc grandir au fur et à mesure et se prendre de passion pour le cinéma, créer un ciné-club dans son lycée, continuer à la fac et tout. Et on a même droit à plusieurs scènes qui sont des espèces de cours de cinéma niveau universitaire. Voilà un petit peu pour décrire ce qu'est le film. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Izzy ? Alors ça fait vraiment waouh, le cinéma c'est incroyable et tout, enfin ça suce le cinéma à fond on va dire. C'est incroyable le cinéma. Et c'est incroyable le cinéma, je ne dis pas le contraire, c'est juste je trouve que ça faisait un peu pas hautain mais en mode ouais tu vois le cinéma ouais c'est la vie machin. Je trouvais que ça faisait un peu prétentieux en fait, un peu trop arrogant, prétentieux, comme si c'était réservé à que je sais pas des purs intellectuels passionnés ou je sais pas quoi. Enfin je trouvais que c'est très intellectuel effectivement. Ben ouais, et après le mélange, enfin le scène d'intro, je sais que j'ai eu quand même du mal, j'étais là, oulala, j'ai regardé Boris en mode, ça va être quoi ce film ? Parce que je savais pas vraiment que c'était docu-fiction, moi je suis vraiment allée à l'aveugle en mode, ok, bon il y a que ça, ben ouais, vas-y on va voir ça. Donc oui, peut-être des fois un peu trop en mode intellectuel, tout ça, blablabla. Enfin, je sais pas, un peu trop, ouais, trop de ça. Et après, les points positifs, c'était certaines mises en scène en mode fiction, j'ai trouvé intéressantes. Je sais que j'ai bien aimé les moments de fiction où du coup on suit des acteurs et tout qui est censé l'incarner, j'ai bien aimé. Après, certaines étaient un peu bizarres, notamment quand il est à la fac, et ça fait très... Ou non, quand il est au bar avec des amis, et il pose une question à une femme qui boit un café, et elle leur sort tout un blabla du cinéma, enfin ça fait vraiment fake, on dirait... je sais pas, du Stéphane Bern, mais version cinéma, quoi, en mode des mises en scène des fois un peu éclatées. Enfin, je sais pas, ça faisait un peu bizarre. Après, certaines marchaient bien et c'était cool, mais les autres, bof. Et après, sinon, j'avais beaucoup aimé je pense que j'aurais peut-être aimé plus en avoir quand il demandait des avis à des spectateurs, justement, par exemple, où est-ce que tu t'assois d'habitude et certains ont un peu leur manie, ou alors, moi je fais ça, moi je fais ci. Enfin, je trouvais ça intéressant, un peu des questions-réponses, ce genre de procédé-là. Je trouvais que ça rendait un peu le récit intéressant. Mais sinon, un peu trop pompeux. Et je sais pas, comme si le cinéma, c'était pas fait vraiment pour tout le monde, quoi. On dirait qu'il nous prend de haut un peu. Ok, alors moi je trouve pas du tout qu'il nous prend de haut, mais je suis d'accord sur le côté très intellectuel. Il a beaucoup intellectualisé la chose qu'est le cinéma. Et je pense qu'il va s'adresser surtout aux gens assez cinéphiles. Ça pourrait pas intéresser tout le grand public. Quoique, en fait, je l'ai trouvé sympa sans plus. Un peu niais parfois, effectivement. Certaines scènes de fiction qui frisent le ridicule. La musique qui en fait des caisses. Mais en vrai, en tout cas pour le festival, là, c'était une petite respiration assez bienvenue. En plus, il est court, je crois. Il fait 1h20 à peine, 1h15, un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez brouillon en fait sur le rendu final. C'est pour ça que je parlais de film essai. Parce qu'on dirait que c'est presque un devoir de philosophie qu'il a rédigé avec sa caméra. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, mais voilà, dans l'ensemble, c'est une curiosité à découvrir. On peut passer au dernier film qu'on a découvert lors de ce premier jour de festival, et donc c'était Rumors, Rumeurs en anglais, réalisé par Guy Maddin et Evan et Galen Johnson. Donc ce film-là n'a pas de date de sortie encore, et il était présenté en hors compétition. Et pour le résumer, grossièrement, c'est un sommet du G7. Donc vous savez, les G7, c'est les 7 pays les plus puissants du monde, dont les dirigeants et dirigeantes se réunissent une fois par an, il me semble, pour voilà, décider un petit peu de l'avenir du monde, prendre des décisions diplomatiques en gros. Et donc là, on suit un sommet du G7 qui part en couille jusqu'à devenir une espèce de farce grotesque et surréaliste. Izzy, à toi la parole. Alors, il faut savoir que ce film,
on pensait qu'il allait être sous-titré en français ou même sous-titré en anglais, et c'était pas le cas. En fait, c'était que de l'anglais et pas de sous-titres. Même anglais ou quoi, non, zéro sous-titres. Donc, on parle anglais, Boris et moi, mais souvent, enfin, avec des sous-titres anglais, par exemple, pas de problème. Yes, ma'am. Mais par contre, sans sous-titres, et en plus là, c'était du coup des représentants, enfin des acteurs qui représentaient plusieurs pays différents, donc avec des accents différents. Donc, par exemple, celui qui incarne le président des États-Unis, qui d'ailleurs avait un accent anglais, mais par exemple, celui-là, très compliqué à comprendre, il avale les mots, tout ça. Enfin, quand t'es pas anglophone et que t'as pas de sous-titres, bah, c'est compliqué. C'était Charles Dance, pour Voilà, si ouais. vous demandez, c'est l'acteur connu pour le père Lannister dans Oui. Game of Thrones, Ouais, Tywin Lannister. qui meurt sur ses toilettes. Et ouais, donc malheureusement, je dirais que ma note est je dirais que mon avis est un peu faussé parce que j'ai pas tout capté du film, surtout que ça parle politique, il y a des blagues assez sûrement référencées, après ça c'est souvent ça, mais dans les sous-titres ils peuvent traduire, ou alors rien qu'à voir la blague écrite, je peux la comprendre, alors que si elle est parlée très rapidement, j'ai du mal. Donc bon, c'était un peu le point négatif, mais ça c'est pas la faute du film, c'est juste la faute de Festival de Cannes qui ont pas mis les sous-titres. Genre franchement c'est pas cool. Et même je me dis t'as plein d'étrangers aussi qui viennent, qui parlent anglais, mais peut-être comme nous quoi, qui parlent anglais, mais ils ont quand même besoin de sous-titres. Et bah du coup je pense qu'on était peut-être beaucoup à être un peu perdus. Donc voilà. Mais sinon pour revenir au film, alors la photo est incroyable. Ils sont dans une espèce de forêt et vraiment les couleurs, les lumières, c'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment penser, je sais pas, à une espèce de conte féerique un peu cauchemardesque, avec de la fumée et tout. Ça, rien à dire, c'était très beau. Et Denis Ménochet, je crois que c'est un des acteurs français que j'aime beaucoup. Et là, je trouve qu'il sauve un peu le film en apportant des touches d'humour un peu tout le temps sans que ça devienne trop lourd. Et surtout, je comprenais quand il parlait, donc ça, c'était super. Après, Kate Blanchett, je la trouvais assez marrante en Angela Merkel, du coup. Je trouvais qu'elle faisait très bien l'accent allemand. Enfin, sa manière de parler en anglais, tout ça, c'était sympa. Après, un peu brouillon dans le sens où je savais pas trop où me situer. Et comme j'avais dit, des fois, je comprenais pas tous les dialogues. Donc, j'étais un peu perdue pendant le film. En fait, j'aimerais bien le revoir pour sous-titrer en anglais ou en français. Pour me redonner un avis, parce que là je me sens pas légitime à vraiment le juger, parce qu'il y a beaucoup de trucs visuels que j'ai aimés, mais l'histoire au fond j'ai pas tout compris, pas tout suivi, donc faudrait que je le revoie. Puis c'est très parlant aussi, donc c'est un peu important de comprendre le dialogue quoi. Ok, moi j'ai pas grand chose à rajouter, je partage ton point de vue. Effectivement, pour moi le point fort du film c'est les bons acteurs qui sont au casting. Donc tu as déjà parlé de Denis Ménochet qui fait le président de la France, ou Kate Blanchett, la chancelière allemande. Voilà, ils font des bons portraits caricaturaux de nos dirigeants. Et j'ai bien aimé que le film parte vraiment dans une direction inattendue, un peu onirique, complètement fantasmagorique. Je m'étais imaginé que c'était un peu les dirigeants qui avaient été drogués à leur insu, ou qui étaient dans un plein trip sous hallucinogènes après avoir pris des champignons ou du LSD. Ouais. Donc voilà, et effectivement c'est frustrant de ne pas avoir saisi toutes les nuances dans les dialogues, et ça demande à être revu. On enchaîne avec le deuxième jour du festival pour nous, à savoir le vendredi 24 mai 2024. Lors de cette journée, on a donc pu découvrir tout d'abord le dernier film très attendu de Gilles Lelouch, L'Amour ouf, qui est prévu de sortir pour le 16 octobre 2024 et qui était présenté en compétition officielle. Alors du coup, pour résumer un petit peu ce film, L'Amour ouf, c'est une adaptation d'un roman de Neville Thompson, donc qui a été transposé en France. Ça se passe dans les années 80, dans le nord de la France. C'est un récit qui s'étale sur à peu près 20 ou 30 ans, jusque dans les années 90, il me semble. Et donc, on va suivre en fait une histoire d'amour un petit peu contrariée entre Jackie et Clotaire. Jackie, c'est la fille, Clotaire, c'est le bad boy, le garçon qui fait mille et une conneries. Et ensuite, ils vont être séparés par un événement dans la vie et se retrouver 20 ans plus tard. Voilà un petit peu pour essayer de résumer ce film fleuve qui avoisine les 3 heures, puisqu'il durait 2h45. Le sous-titre du film, c'était une comédie musicale et romantique ultra violente, avec un casting all-star, en fait presque tout le cinéma français qui est dans ce film.
On retrouve des anciens comme Alain Chabat, Élodie Bouchez, Benoît Poelvoorde, et toute la nouvelle génération d'acteurs et d'actrices comme Karim Leclou, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, j'en passe et des meilleurs. Izzy, quel a été ton avis après avoir vu ce film ? Alors, je m'attendais pas à quoi que ce soit. Parce que enfin voilà quoi, mais après la fourchette d'acteurs m'intéressait pas mal parce que je les aime quasiment tous. Mais là, j'avoue que pour le coup, j'étais extrêmement déçue. Dans le sens où, je sais pas, je trouve cette histoire, il y a rien d'original. Ils disent comédie musicale, mais il n'y a pas du tout de comédie musicale. Il y a juste des moments où il y a juste énormément de musique. Et encore ça me dérange pas trop, mais je veux dire, il n'y a pas du tout de mise en scène comme si c'était une comédie musicale. Donc ça, non, c'est juste il y a plein de musiques. Ils ont dû décrocher plein de droits pour utiliser toutes ces musiques. Mais ouais, sinon, vraiment, leur relation, du coup, cette histoire d'amour, je trouve qu'elle est pas très justifiée. Enfin, dans le sens où elle sort un peu de nulle part. C'est vraiment le cliché un peu de l'adolescente qui tombe in love d'un voyou, tu vois. Genre, vraiment. Et surtout, comme d'habitude, le voyou est en mode, ouais, enfin, vraiment, il critique, par exemple, tous les gens. À un moment, il y a une scène, les gens sortent du bus, ils critiquent tout le monde, et en mode bully, quoi. Et encore un film qui est un peu met ça en avant comme si c'était stylé, quoi. Et en fait, non, mais il est plus deep que ça, tout ça. Et il tombe sur une fille qui répond, et du coup, c'est comme ça que démarre leur histoire d'amour. Donc, bon, ok. Encore, je trouvais la partie quand ils sont ados plus intéressante que quand ils sont adultes. Franchement, désolée, François Civil, je t'aimais bien, mais là, je trouvais que t'es tourné vraiment en ridicule. Genre, ça fait vraiment oh, je suis un homme shooté à la testostérone en mode toxique qui son gang. Vraiment, des fois, je trouvais ça ridicule. C'était censé être stylé et tout ça. Ben non, moi, je trouvais ça juste cliché et débile. Et aussi, le rôle de Adèle Exarchopoulos, vraiment, elle sert à rien. C'est soit elle est avec le fuckboy méga toxique qui. Enfin voilà, soit elle est femme au foyer avec un mec intello chiant. Genre, il n'y a pas l'entre-deux, quoi. C'est vraiment un extrême ou un autre. Et en fait, sans lui, elle est rien. Et je trouve ça dommage. Après, ok, c'est lui le personnage principal, mais elle n'apporte rien de plus. On s'intéresse pas vraiment à elle. Elle est juste définie que par des hommes. Par exemple, Alain Chabat qui joue son père. Bon, il est très bon, Alain Chabat, ça je. Lui, il m'a régalé comme Jean-Pascal Zadi. Heureusement qu'ils étaient là, les deux, qui m'ont fait rire. Mais sinon, voilà, un peu déçu surtout de l'histoire, quoi. Enfin, puis c'est trop long, trop de musique, et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu cette histoire déjà 1000 fois. Donc voilà, globalement, assez déçu. Et point positif, je dirais, oui, certaines scènes sont stylées, certains plans, ok. Mais bon, un peu trop pompeux. Et aussi, ça pompe sur beaucoup de films déjà connus. Enfin voilà, vraiment déçu, moyen quoi. Pour ma part, moi, c'était une grosse déception parce que c'est un des films que j'attends depuis 1 ou 2 ans. J'étais très curieux de voir ce que Gilles Lelouch allait nous pondre après Le Grand Bain, qui était vraiment un bon premier film, assez surprenant. Et en plus, j'aime bien quand les acteurs ou actrices font des films et qui sont pas forcément les stars de leur film. Donc, qui se mettent vraiment en retrait pour uniquement réaliser le film et pas jouer aussi la vedette dedans. Et donc, je dis que c'était une grosse déception. C'était un des films que j'attendais le plus cette année. Je pensais que ça allait peut-être mon film français préféré, voire un de mes films préférés. Et donc, quand j'ai appris qu'il était à Cannes et qu'on avait la possibilité de le voir des mois avant sa sortie, j'étais super excité. On a fait même la queue lors de la soirée de gala pendant 2 heures pour essayer de le voir directement avec l'équipe du film. Bon, on n'a pas pu malheureusement, mais on a eu cette séance de rattrapage le lendemain matin. Et donc, pour le dire grossièrement, je vais essayer de faire assez court parce que le film est déjà assez long et on a trop parlé du film. En gros, c'était pour moi une succession de clips musicaux. Ça n'avait rien à faire dans un film. J'ai trouvé l'histoire d'amour vide et juste un prétexte pour délivrer un film de gangster finalement. Effectivement, Adèle, elle a un rôle de merde. Mais si je devais dire des trucs positifs, je dirais qu'il y a quand même une énergie folle qui se dégage de la mise en scène. Avec Gilles Lelouch, tu sens qu'il a des envies de cinéma. Peut-être un peu trop par moment. Mais voilà, il a envie de tout cracher dans son film. Et pour revenir un petit peu sur le côté musical aussi, moi j'avais dit grossièrement que c'était un petit peu Lelouch qui nous fait écouter sa playlist Spotify
des sons qu'il aime bien en mode putain, c'était bien les années 80 quand même, non? Et effectivement, lors de la conférence de presse, il a confirmé que la musique, ça avait une place prépondérante dans sa vie et que chaque jour, sur la feuille de route de tournage, il y avait une musique inscrite. Et pendant les scènes ou entre les scènes, entre les prises, il passait tout le temps de la musique sur le plateau. Donc voilà, ça avait l'air d'être quand même un truc assez festif et c'est cool. Et concernant le côté comédie musicale, il a dit que il se voyait pas faire ça. En fait, ils avaient essayé, mais ça marchait pas avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Du coup, il a beaucoup réduit cet aspect-là et que surtout, de toute façon, il aimait pas trop ça. Ça le dérangeait dans les films, c'est cet aspect-là. Donc, bon, je me demande pourquoi, quand même, à la fin, tu fous une scène qui va référencer clairement des films comme La La Land. Il y a quand même une part de toi qui veut pas avouer que t'aimes ça au fond, quand même. Hein. Voilà. On peut passer au deuxième film de la deuxième journée, qui était All We Imagine as Light de Payal Kapadia. Donc ce film indien, qui était donc en hindi, a une date de sortie prévue pour le 2 octobre 2024. Il était en compétition officielle et il a remporté le Grand Prix, qui est quand même la 2e place du palmarès, qui n'est pas rien. Dans ce film, on va suivre 2 femmes colocatrices qui sont infirmières à Mumbai. On va les suivre un petit peu dans leur vie quotidienne et notamment des problématiques autour de leur histoire d'amour avec les hommes. Entre une qui est plus âgée, je dirais la quarantaine peut-être, qui est mariée mais son mari est à l'étranger, ils ne se sont pas vus depuis un moment. Et donc une autre qui est beaucoup plus jeune, je dirais la vingtaine, et qui fréquente un jeune garçon qui est musulman. Et elle cherche à avoir un rapport sexuel avec lui, en dehors des questions de mariage et tout. Sachant que, bon, on est dans une société là-bas qui est assez traditionnelle sur ces questions-là. Le film essaie de dresser un portrait en délicatesse sur 3 générations de femmes qui vont se côtoyer et leur rapport à la féminité et au corps, dans cette société que je disais très traditionnelle. Easy. Et bien justement, je trouve que ça marche très bien. Je trouve que c'est très bien fait et ça marche sur... Tu sens un peu justement ce truc de féminité, mais aussi par rapport à la société, les contraintes, en mode l'image que tu dois donner en tant que femme, tout ça. Et justement, ce choc un peu des générations. Par exemple, la femme la plus âgée est vraiment là-dedans parce qu'elle a connu que ça et elle voit sa jeune, la jeune, qui est du coup sa coloc aussi, à vivre ensemble. Qui est beaucoup plus libre, un peu, c'est la nouvelle génération qui se détache de ces traditions imposées. Et je trouve que ça marche très bien. Et je sais pas, j'étais bercée par le film, je trouvais qu'il était beau. Certes, il est peut-être un peu lent et tout. Je peux très bien comprendre que les gens aient pas forcément aimé. D'ailleurs, dans la salle, il y en avait plus de 5 personnes qui étaient sur leur téléphone. Donc bon, dommage. Et même, on dirait qu'il y avait un gars qui avait dormi et tout. Enfin, j'ai l'impression d'être une des seules qui avait vraiment aimé le film. Apparemment pas la seule, puisque le jury lui a donné quand même le Grand Prix. Hein. Oui. Bon, ok. C'est vrai que je suis peut-être d'accord avec le jury, tu vois. Mais sinon, de l'expérience que j'ai vue en salle, quoi, tout le monde... et beaucoup de gens sur leur téléphone, quoi. Genre, ils s'en foutaient, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, ouais, non, moi, je trouve que c'est vraiment réussi, justement, de l'émancipation de la femme, tout ça. Et... Je sais pas, je trouve que ça marche, c'est beau, c'est simple, sans prétention, c'est juste subtil, des petits... Je sais pas, je sais pas, je trouvais que une belle découverte, et le Grand Prix totalement mérité. Et en plus, oui, c'est une femme qui réalise ce film-là, enfin, je pense pas qu'il passe là-bas, surtout qu'il y a des scènes de nudité, et même des scènes de sexe et enfin c'est normalement très pudique et normalement on ne montre surtout pas ça et là c'est osé montrer ça donc c'est beau et enfin voilà, très simple mais vraiment très fort en ce qui dégage. Et bien là on va être sur notre premier désaccord parce que moi c'est le film que j'ai le moins aimé de ceux qu'on a vus là-bas. J'ai trouvé qu'il était trop lent. Je pense que j'étais pas mal fatigué à ce moment-là parce qu'on venait de voir les 3 heures de Gilles Lelouch qui m'avaient un petit peu sapé le moral. Donc ce film-là, effectivement, comme tu dis, il est assez contemplatif, lent. J'aime pas en plus utiliser ces arguments parce qu'il y a plein de films que j'aime qui sont comme ça. Mais je pense que des fois, souvent, ces films-là, ce qui marche bien, c'est une musique qui va accompagner le tout. Et là, c'est très épuré, très approche documentariste. En termes de cinéma indien, je suis pas un grand connaisseur.
Même si on a découvert récemment le cinéma un petit peu de Satyajit Ray, bah, je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant alors que c'est un cinéma qui date d'il y a 50, 60 ans. Voilà, c'est un petit peu dur. Je suis dur avec le film, mais c'est comme ça. Tu peux pas Malgré les comparer. Si, et je le fais. Ok. Malgré tout, niveau positif, je reconnais le geste militant du film sur la condition féminine dans le pays là-bas. Et effectivement, le côté rebelle des personnages, qui n'est pas du tout la même chose selon notre perception occidentale. J'ai plus d'exemples en tête. La scène où, avec son ami du boulot. Oui, elle jette des cailloux sur ouais. un panneau, oui, ok. Elles sont toutes folles, euphoriques, en mode oh. Mais oui. Moi, je pensais à d'autres trucs. Mais oui, juste rien que le fait de vivre son idylle librement, de coucher avec son amant du moment, enfin, d'avoir un petit peu. Enfin, en fait, chez nous, ça paraît totalement normal et anodin parce qu'on n'a plus du tout ce truc intériorisé du mariage comme aboutissement dans la vie. Enfin, chez certaines personnes, ça peut être encore le cas, mais majoritairement, c'est plus du tout comme ça que ça marche. On est assez libre de nos relations. Et donc là, en fait, dans ce film-là, ce simple geste anodin prend une signification, une ampleur encore plus grande que chez nous. Et c'est pour ça que le film est fort à ce niveau-là, quoi. Mais comme tu as dit, c'est fait de petits bouts, En fait, c'est des petites étapes, quoi, qui fait que c'est important, voilà, pour l'avancée des choses là-bas. Mais bon, moi, c'était pas forcément ce que j'avais envie de voir à ce moment-là. Voilà. On peut passer au dernier film de ce deuxième jour, The Substance de Coralie Farja, qui n'a pas encore de date de sortie, qui était lui aussi en compétition officielle et qui a remporté le prix du scénario. Alors concernant l'histoire de ce film, comment dire, c'est un film d'horreur à tendance body horror qui est basé sur un concept de science-fiction où en gros on a Demi Moore, donc l'héroïne, qui est une ancienne actrice pleine de gloire à Hollywood, qui maintenant s'est reconvertie dans l'animation d'un programme de fitness télévisé. Et sauf qu'on lui fait comprendre qu'elle est un petit peu vieille et qu'on va la foutre à la porte. Donc elle va tomber sur un truc qui s'appelle la substance, une espèce de produit qu'elle va s'injecter pour créer un espèce de clone plus jeune d'elle, qui va être incarné par Margaret Qualley. Et ce clone va pouvoir un petit peu prendre sa place. Elles vont vivre en fait en alternance 1 semaine sur 2. Voilà un petit peu pour le point de départ de ce film assez atypique. Je te laisse parler, Izzy. Alors déjà, un film en mode science-fiction avec Margaret Qualley, je dis oui. Coralie Farja, je la connaissais pas du tout. Avec Boris, là, après avoir vu ce film, il m'a montré Revenge, que j'ai moins apprécié, mais c'était intéressant de le voir. Donc une réalisatrice que je connais pas, mais je crois que j'aime beaucoup son style. Et donc pour revenir au film, dès les premiers plans, on va dire que j'ai été séduite. Je suis extrêmement fan des plans très symétriques, très stylisés. Et là, c'est que ça. Et le montage aussi est très rythmé. Enfin, il y a vraiment une maîtrise du rythme. Et surtout les plans, les inserts. J'adore ça aussi. Et même le bruitage ou quoi. Il y a une scène, à un moment, du manager ou producteur de l'émission fitness là, de Demi Moore. Et il mange des crevettes et tout. Et genre, c'est incroyable. Enfin, moi, tu me fais ça, je suis séduite totalement, très, très rapidement. Et même, c'est aussi des plans, en gros, ça déforme le visage, notamment la scène dans les toilettes, où on découvre justement ce même personnage et qui est devant la caméra, et c'est très déstabilisant, ça met mal à l'aise, et j'adore ça. Le problème, c'est que mon corps a décidé d'être malade. Enfin, j'étais déjà un peu malade avant le Festival de Cannes, ça allait mieux, et là, vendredi, c'était la merde. Donc, ce qui a fait que j'ai pas pu voir toute la partie très, très body horror, on va dire. Donc je dirais les 1 heure restante, un peu moins, peut-être 45 minutes restantes, j'ai pas pu les voir. Et c'était le moment où ça partait en couille. Et malheureusement, j'ai pas pu voir ça de mes propres yeux. Donc Boris me l'a gentiment décrit, j'ai pu m'imaginer un peu ce qui se passait. Mais j'ai pu voir que le début, et dès que ça commence à partir en couille, quoi. Mais c'est tout. Donc très déçue de ça, mais bon, j'y pouvais rien. Donc je le redécouvrirai entièrement dès qu'il sortira, je sais pas quand, mais c'est sûr que je veux le revoir parce que
Enfin voilà, j'ai beaucoup, enfin de ce que j'ai pu voir, j'ai adoré. C'est la critique du Star System. Et en plus, ce qui est fou, c'est que Demi-Moore est refaite aussi en soi. Enfin, en tant qu'actrice, elle est refaite. Et là, ça critique, enfin, ça fait totalement écho. The Substance, là, c'est la chirurgie esthétique, quoi. Surtout les injections, tout ça, c'est totalement ça. Et surtout là, on en sort une version plus jeune, plus jolie, des plus belles formes, plus blanche aussi, ça c'est terrible. Et enfin, sa couleur de peau, quoi, plus blanche. Et ouais, ça critique ça, je trouve ça très fort comme message, très bien foutu. Et tous les hommes aussi incarnent vraiment des gros cons. On dirait qu'elle kiffe peut-être pas trop les hommes, c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien. Et ouais, donc incroyable film. Je suis très déçue de pas avoir pu voir la fin, malheureusement. Et voilà, donc il me tarde juste de le revoir entièrement pour lui faire honneur, parce que je pense que c'est un film nécessaire et juste incroyable. Et toi, Boris ? Eh bien moi, pour ma part, je peux dire c'était le film que j'attendais le plus de ce festival. J'étais très content de pouvoir le découvrir. En plus, j'avais entendu justement, il était diffusé quelques jours avant qu'on arrive et il paraissait que c'était assez éprouvant en termes de gore. Donc j'avais des attentes très hautes. J'espérais ne pas être déçu et du coup, je l'ai pas du tout été. Donc c'est cool. Moi, c'était ma palme d'or, en tout cas ma palme de cœur. Et même, je peux le dire dès maintenant, mon film préféré de l'année, de ce que j'ai vu. J'attends juste qu'il ressorte. J'espère qu'il va sortir cette année pour confirmer que ça sera mon film préféré. Je trouve que Coralie Farja, avec ce deuxième film, elle a plié le game du body horror. Avec une réflexion sur l'objectification de la femme dans notre société patriarcale. Qui était déjà un peu le message de son premier film Revenge, mais je trouve qu'ici, il est encore mieux traité. Avec, comme tu as dit, une réflexion aussi sur les dictates de la beauté et de la jeunesse absolument mise en avant dans notre société du spectacle, mais pas que, quoi. La société basée sur les apparences. Là, le film, c'est aussi une occasion d'avoir une rencontre entre deux actrices formidables. Demi-Moore, dont tout le monde avait un petit peu oublié l'existence, limite has-been, qui fait un grand comeback, et la jeune Margaret Qualley, qui va sûrement être une des actrices qui va compter en cette année 2024, qui multiplie de plus en plus les projets avec des cinéastes intéressants. Moi, je trouve que le film, il n'y a rien à acheter, tout est bon dedans. L'histoire, la mise en scène, la DA fluo et criarde. C'est un film qui est généreux et vulgaire à la fois. Il y a peu de dialogue, il y a une narration qui passe beaucoup par l'action des protagonistes. Je trouve que c'est un exemple en termes d'écriture et de composition d'images. Ça revisite un petit peu le mythe du portrait de Dorian Gray, à la sauce Cronenberg. Il y a aussi des références à The Thing ou Shining qui sont assez évidentes, mais pas putassières pour autant, et j'ai apprécié. Voilà, j'ai trop d'éloges à dire sur ce film, je pourrais presque ne pas m'arrêter. Même moi qui ai l'habitude de voir des films assez extrêmes, je trouve qu'ici les 40 dernières minutes vont vraiment dans une surenchère de gore rarement vue au cinéma. Voilà, c'est vrai qu'après son premier film Revenge qui était pas mal bardé de défauts, là je trouve que c'est assez parfait. Et puis c'est ça que j'aime aussi à Cannes, c'est le grand écart total entre le film qu'on a vu juste avant, All We Imagine As Light, et celui-ci. Qui n'ont absolument rien à voir. On se demande même si celui-là c'est un peu une anomalie. The Substance aurait sa place parfaitement dans un festival de cinéma de genre type Gérard May, mais c'est vrai qu'à Cannes c'est des fois des propositions choc. La dernière fois en 2021 il y avait eu la Palme d'Or pour Titane de Julia Ducournau. Bah on va dire c'est un peu la même chose, sauf qu'on enlève le côté autorisant et on pousse les potards à fond, et c'est ce qu'elle a fait et j'en suis ravi. On en arrive donc au dernier jour, le samedi 25 mai 2024, qui était également donc le dernier jour du Festival de Cannes, avec la remise des prix à la fin de la journée. Et donc la journée a commencé par, pour ma part en tout cas, le visionnage du dernier film de Ali Abbasi, The Apprentice, l'apprenti en français, ou comment on dit, l'alternant, enfin je sais pas. En tout cas, c'était un film qui était présenté en compétition officielle, qui n'a pas encore de date de sortie, et qui se concentre donc sur la vie du jeune Donald Trump, oui, vous avez bien entendu, Donald Trump, dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment sur sa relation avec son mentor, l'avocat impitoyable Roy Cohn. Du coup, Izzy, tu veux parler du film ? Ouais, bah, moi, le film, c'était Rendez-vous chez le médecin. Donc oui, non, malheureusement, suite à la veille avec The Substance où j'ai dû m'éclipser, ça allait pas du tout mieux. Donc le matin, on devait voir justement The Apprentice, je crois que c'était à 8h30 ou 9h.
Et donc moi, j'ai pas pu participer. Pendant ce temps, j'ai dû aller à la pharmacie, puis aller trouver un docteur et tout. Donc j'ai dû... Voilà, c'était ça mon petit périple du matin, donc j'ai pas du tout pu assister au film. Mais Boris a pu y aller. Donc vas-y, tu peux nous en parler. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé le film, notamment par rapport aux deux acteurs principaux, qui étaient assez incroyables dans leurs prestations. Donc, on a d'un côté Sebastian Stan, qui joue donc Donald Trump. C'est un peu Donald qui devient Trump, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sebastian Stan, il est surtout connu pour son rôle du soldat de l'hiver dans les films Marvel. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de le découvrir dans des registres différents, comme par exemple dans Moi, Tonya, où il jouait le mari violent de la patineuse jouée par Margot Robbie, je l'avais pas reconnu parce qu'il s'était grimé avec des perruques, des fausses barbes et tout. Mais il délivrait une prestation dramatique et voire comique qui détonnait de son rôle un petit peu sans nuance dans les films Captain America. Donc voilà, moi j'ai confiance en ce mec-là et je sais que c'est un bon acteur et là il le confirme encore une fois. Mais j'ai trouvé encore plus fascinant le rôle joué par Jeremy Strong. Pour ceux qui ont vu Succession, c'est le fils aîné de la fratrie Roy, Kendall Roy. Et donc là, il ressemble un peu à son personnage dans Succession, mais en encore plus sombre et impitoyable. Voilà. J'ai trouvé que le film était intéressant. Déjà en plus réalisé par Ali Abazi, qui est un cinéaste danois d'origine iranienne au parcours assez atypique. Un de ses premiers films, c'est Border, qui était en suédois, une espèce de conte fantastique. Ensuite, il a fait Les Nuits de Mashhad, qui était donc sur un tueur en Syrie, en Iran, qui s'en prend des prostituées. Et puis, il a participé à la série The Last of Us, dont il a réalisé quelques épisodes. Et donc là, c'est son premier vrai film américain. Même si, après avoir écouté la conférence de presse, ils ont eu des difficultés au niveau des financements. Ils ont reçu aussi des pressions des proches de l'entourage de Trump. C'est pas basé sur un quelconque livre écrit par une des personnes qui auraient vécu le truc. C'est basé vraiment sur des gens qui sont renseignés sur Trump, sur ses fréquentations et qui ont fait un vrai travail de documentation et de recherche dans les archives pour essayer de constituer une vision. Et donc, en soi, le film, je trouvais qu'il était très américain, grand public. Du coup, c'est pour ça qu'il était assez facile à suivre. Il montre Trump comme un peu une créature de Frankenstein. Donc Frankenstein, c'est le docteur, c'est l'avocat Roy Cohn qui va un petit peu le façonner à son image. Et en fait, on va découvrir que même plein de petits conseils qu'il lui donne, c'est un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui de Trump. Notamment, j'ai retenu un des derniers conseils qu'il lui donne, c'est même si tu perds un combat, il faut jamais t'avouer vaincu. Et donc, c'est marrant quand on repense à l'élection qu'il avait perdue et le fait qu'il contestait les résultats. Même en ce moment, le procès, il nie tout. Exactement. Ça, c'est un autre conseil que lui donne l'avocat, c'est dans une affaire, il faut ne rien avouer et toujours tout nier. Donc voilà, ça donne une idée du personnage. Et sinon, en fait, le film, c'est un peu un mélange de films de gangsters comme Scarface, Les Affranchis ou Le Loup de Wall Street de Scorsese, puisqu'on va suivre en personnage le côté rise and fall. Mais là, il n'y a pas de fall. C'est juste du moment qu'on a un personnage qui semblait un peu honnête, en tout cas, et qui va être corrompu petit à petit jusqu'à devenir un peu le monstre qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc voilà, assez bonne surprise, alors que j'avais entendu des trucs pas très gentils dessus, comme quoi ça glorifiait la figure de Trump et tout. Non, mais c'est aussi paradoxal parce que en fait, il faut y voir que on le présente comme un monstre, quoi. C'est en ça que c'est une critique. Mais évidemment, on va pas. Le personnage est complètement grotesque et ridicule plus le film avance, quoi. Et en ça, je trouve que c'est assez intéressant. On peut passer au film suivant qui était Nikki, le premier film réalisé par Céline Sallette. Donc Céline Sallette, c'est une actrice à la base qui est notamment connue récemment. Un des derniers films dans lesquels elle a joué, c'était Les Algues Vertes, où elle faisait la journaliste héroïne de l'histoire. Donc là, c'est son premier film qui sortira chez nous le 9 octobre 2024 et qui était présenté dans la sélection Un certain regard. Pour résumer le film, en fait, c'est un biopic sur l'artiste Niki de Saint-Phal, une femme moderne qui était un petit peu en avance sur son temps
et qui a notamment utilisé sa pratique artistique pour guérir de sa condition mentale. Izzy, à toi la parole. Et bien, heureusement, j'ai pu voir ce film, j'allais un peu mieux. Et je crois que j'ai raté juste les 2 premières minutes du générique du début. Mais heureusement, on m'a autorisé pour rentrer dans la salle. Donc ça, c'était cool. J'ai pu rattraper un peu les films. Mais un film plutôt bien. Je connaissais pas vraiment l'artiste. Donc là, je trouvais que c'était un bon portrait de l'artiste. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on parle d'elle, du coup, sans jamais voir ses tableaux. Sans jamais voir ses œuvres, et ça, c'est vrai que c'est original. Pourquoi, je ne sais pas. C'est un peu frustrant, du coup. Donc, ça te pousse un peu à regarder après ce qu'elle a fait. Et oui, je trouve qu'il est sympa, sans être incroyable, quoi, mais qui, je sais pas, il remplit très bien son rôle de le portrait d'une artiste. Enfin, ça marche. C'est Charlotte Lebon, du coup, celle qui incarne Nikki. Et j'aime beaucoup cette actrice. Et là-dedans, je trouve qu'elle l'incarne très bien. Je sais pas, elle a une part un peu d'innocence et on voit son côté un peu faux-folle, mais en fait, tu comprends d'où ça vient et je trouve ça assez fort. Et ouais, peut-être le côté frustrant, ouais, c'est de pas voir ses œuvres, mais c'est original justement pour un truc, une espèce de biopic quoi, de l'artiste. Et ouais, il n'y a pas vraiment de côté négatif, juste je le trouvais moyen plus, quoi, genre dans le sens où... Enfin, c'était sympathique, bon portrait, je trouvais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus consistant peut-être que ce que je viens de dire? Alors je suis d'accord, effectivement, c'est un biopic intéressant, mais plutôt moyen dans l'ensemble. Charlotte Lebon, donc, qui rejoue, parce que en ce moment, elle est plutôt devenue réalisatrice. Mais ça fait plaisir de la revoir dans un rôle. Elle incarne de manière superbe cette femme artiste. Donc, comme tu l'as dit, le parti pris original, oui, c'est de ne jamais voir ses œuvres terminées, qui est également un peu frustrant, parce qu'on va la voir au travail en train de préparer quelque chose, parce que c'était une artiste qui était un peu touche à tout, quoi. Aussi bien des sculptures que de la peinture. Et donc là, on la voit se mettre au travail, mais on voit jamais le résultat final. Donc c'est en ça que le film va s'écarter des traditionnels biopics qu'on pourrait appeler fiche Wikipédia, cahier des charges. Mais voilà, il suffit que vous tapiez Nikki de Saint-Phal sur Google et vous verrez un petit peu ce qu'elle a fait, notamment des espèces de sculptures en plastique de femmes aux formes très rondes et très colorées. Voilà, un petit peu. Mais là, effectivement, on va pas voir ça. On va juste voir, je pense, plutôt le côté, vraiment en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amante, en tant que militante un peu. C'est ça qui a intéressé peut-être Céline Salette avec ce portrait-là de l'artiste Nikki de Saint-Phal. On passe au film suivant qui était le film d'animation de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, qui est prévu pour sortir le 20 novembre 2024 et qui était présenté en compétition officielle. Pour résumer, le film, c'est un conte qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en rapport avec la Shoah. Et donc on va suivre un couple de bûcherons vivant dans une forêt qui va récupérer un bébé juif qui a été bazardé par un des trains qui transportait les prisonniers vers les camps de la mort. Alors, Izzy ? Alors, au début, j'ai eu un peu de mal avec le style d'animation, avec des traits très gros, très épais. Enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce genre d'animation-là. Mais en fait, on s'y fait. Et enfin, voilà, c'est toujours un peu ça avec l'animation. Soit je suis directement séduite, soit j'aime pas du tout et ça change pas. Soit je suis perplexe et en fait, tu te laisses aller et après, c'est sympa, quoi. Tu te laisses bercer par l'animation. Donc là, c'était le cas. Donc ça va. Et donc je sais pas du tout de quoi ça parlait. Et j'avoue qu'au début, on dirait vraiment un dessin animé pour enfants. J'étais un peu en mode, bon, c'est chiant à chaque fois ce truc de cinéma d'animation, c'est trop catégorisé pour enfants. Et je trouve ça chiant, j'ai envie de changer ça. Et là, je trouvais que le film aidait pas du tout parce qu'on dirait vraiment un truc pour enfants. Et en fait, c'est pas pour enfants. On le découvre à peu près au niveau de la moitié. Et il y a une scène carrément qui est assez violente, en tout cas pas pour un public jeune. Et aussi la noirceur en fait du propos, donc ça parle des juifs déportés et en fait il n'y a même pas le mot juif dans le film, ils les appellent les sans-cœurs et en gros je crois que c'est en Pologne à peu près où c'est
où se déroule l'histoire avec les bûcherons. Alors, c'est jamais précisé. Oui, c'est pas précisé. Parce que ça reste une dimension de conte. Oui. Ils le disent, on ne sait pas si ça s'est passé, ça s'est pas passé. Mais on peut supposer, comme il y avait beaucoup de camps de concentration assez importants, notamment Auschwitz, qui était en Pologne, qui est situé à côté de l'Allemagne. Moi, je dirais oui, c'est dans une région de l'Est, en tout cas. Ouais. Mais on ne sait pas. Il n'y a même pas de nom donné aux personnages donc Oui, qui ouais. peuvent donner d'indications pour que ça reste un peu universel, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, je trouvais que c'était réussi et voilà, enfin, bon film d'animation, quoi. Après, voilà, c'est essentiel. Je trouvais que c'était une bonne manière de montrer ça et c'est beau, quoi. Beau en étant très dur et surtout plus on arrive vers la fin, plus c'est assez dur. Il y a une scène notamment qui montre les camps et voilà, quoi, c'est toujours assez dur ce genre d'image, quoi. Même en animation, voilà. Ouais, je partage plutôt bien ton point de vue sur le côté non fan du style graphique. Tu m'avais dit que ça faisait penser un petit peu au style d'une série d'animation comme Archer. Oui, ouais. Bah, c'est les traits très gros, là, je sais plus le genre qu'on appelle ça, mais ouais, des traits très épais, noirs, que des contours noirs ou foncés. Voilà. Donc effectivement, déjà, il y a le style graphique qui m'entraîne pas. En plus, je crois que c'est basé sur des dessins du réalisateur. Hazanavicius, il a vraiment réalisé tout l'univers graphique. Donc c'est cool. Mais effectivement, le ton employé et la voix off au début donne directement, on est dans un univers de conte. Donc un peu, on pourrait se dire enfantin. Et en même temps, on a la voix off, c'est Jean-Louis Trintignant qui le fait. D'ailleurs, j'étais assez surpris d'entendre sa voix parce que c'est un acteur qui est décédé maintenant il y a quelques années. Et j'ai entendu que c'était du coup le dernier projet sur lequel il avait travaillé de son vivant. Donc ça rajoute un peu une émotion. Et surtout, la voix off, comment elle est écrite, elle détourne un petit peu ce qu'on attend d'une voix off de conte, en se moquant un petit peu justement de contes comme, c'est quoi, Le Petit Poucet ou Hansel et Gretel. Ouais. Même la voix aussi, ça fait pas du tout voix de narrateur. Enfin, tu sais, elle est pas très agréable. Oui, tu parce vois. que c'est la voix particulière de cet Ouais. acteur-là, quoi, qui rajoute une dimension particulière. Mais qui est surtout, enfin, elle n'est pas pendant tout le film, elle est au début et à la fin. Donc oui, comme tu as dit, en fait, plus le film avance, plus il devient plombant et plus tu comprends que c'est pas vraiment montré à tous les âges. Même si effectivement c'est un petit peu académique. Et c'est typiquement le genre de film que je verrais bien projeter à des classes au collège ou au lycée quand justement on aborde ces questions autour de la Shoah. Parce que c'est une manière originale d'en parler. Même si il y a l'impression qu'on peut pas s'empêcher inévitablement de revenir à ces images de l'horreur. Et en même temps, c'est toujours bien de asséner un petit peu une piqûre de rappel. Mais cette année, on avait un autre film exemplaire sur la question qui était par exemple de Zone of Interest, qui montrait le hors-champ tout en montrant en plein champ les gens responsables de ces actes. Bref, en fait, le film... c'est vrai que si on sait pas de quoi il parle, on s'attend pas forcément à ce qu'il prenne cette direction. Même si vraiment on a compris un petit peu la question des trains et du bébé abandonné, tout ça. Voilà. Donc effectivement, j'ai trouvé la fin assez tragique, assez dure. C'est un film qui, à un moment, il n'y a pas beaucoup de paroles. Il y a une musique qui va prendre de plus en plus d'importance, la musique d'Alexandre Desplat, qui est quand même parfois un peu trop, qui appuie trop le côté larmoyant, qui est dommage. Mais bon, c'est encore un film à la fin duquel j'ai chialé, quoi. Comme Flo, donc c'est les deux seuls films d'animation qu'on a vus. Et c'est les deux seuls qui m'ont tiré des larmes. Donc voilà, peut-être que l'animation, ça permet de créer des émotions plus fortes que le semblant de réalité que le live action, je sais pas. T'es sensible à l'animation. Ça te touche peut-être plus, ouais. Peut-être. Enfin, le dernier jour, on a eu la chance de découvrir Anora de Sean Baker, qui était en compétition officielle et qui a remporté la Palme d'Or ce soir-là. Donc c'est un film qui n'a pas encore de date de sortie prévue en France. Pour la petite anecdote, en fait, le dernier soir au Grand Théâtre Lumière, il y a la remise des prix, la cérémonie de clôture. Et cette année, il n'y avait pas de film de clôture qui était programmé. Par exemple, l'année dernière, on avait pu découvrir en avant-première le Pixar Élémentaire qui était diffusé à la fin.
mais qui faisait pas partie de la compétition. Et bien là, cette année, il y avait rien, donc en fait, c'était directement le film qui remportait la Palme d'Or qui était projeté directement après la cérémonie. Donc nous, on a attendu tout paré de nos smokings et robes de soirée dans la file de dernière minute, car impossible d'avoir un billet officiellement, en espérant pouvoir entrer, si ce n'est pour la cérémonie, au moins peut-être pour le film diffusé directement après, en espérant que c'était pas un des films qu'on avait déjà vu. Voilà. Et donc on a attendu pas loin de 3 heures, donc ça commençait à faire. Mais on a finalement pu découvrir ce dernier petit film du cinéaste habitué au drame indépendant, Sean Baker, qui s'appelle donc Anora. Et pour résumer l'histoire, donc on va suivre une travailleuse du sexe, Anora, jouée par l'actrice Mikey Madison, que vous avez déjà pu voir notamment dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, où elle joue une des hippies de Manson à la fin qui se fait brûler la gueule par DiCaprio, et qui jouait un rôle à peu près similaire de folle tarée dans la saga Scream, le 5e volet il me semble. Voilà, donc là elle joue alors une travailleuse du sexe, enfin c'est un grand mot pour dire plutôt une stripteaseuse plus stripteaseuse slash escorte on va dire, qui va avoir une petite histoire, un petit flirt avec un jeune qui est le fils d'un oligarque russe, et il habite tout seul à New York. Voilà, c'est un gosse de riche quoi, qui va s'éprendre d'elle, et en fait les choses vont accélérer et ils vont sur un coup de tête se marier à Las Vegas. Et lorsque la famille donc du jeune russe va apprendre ça, pas très content, ils vont envoyer des gens pour faire annuler ce mariage à tout prix, parce que quand même ça la fout mal quoi. Easy, qu'as-tu pensé de la Palme d'Or alors ? Alors, je peux dire que ce film, c'était un peu le coup de cœur que j'ai eu pendant ce festival-là. Je connaissais le réalisateur, j'avais adoré Florida Project, et j'avais vu aussi Red Rocket, mais je m'en souviens plus très bien, il m'avait peut-être pas beaucoup marqué, mais Florida Project, c'est un de mes films préférés. Donc, j'attendais pas forcément quoi que ce soit de ce film-là, mais voilà, je sais que juste que j'avais adoré Florida Project, donc je m'étais dit peut-être que j'allais aimer celui-là. Et en effet, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que, je sais pas, il arrive trop bien à montrer un peu les gens dans la merde. Qu'est-ce que tu fais pour l'argent et tout, et en même temps, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi vraiment les sentiments et tout. Genre là, cette travailleuse du sexe, donc Anora, en gros, elle tombe un peu amoureuse de ce milliardaire-là, alors que c'est ridicule, elle devrait pas. Et enfin, il arrive super bien à dépeindre les personnages, je trouve, et tous. Si on n'est pas juste un seul, vraiment, il a cette habilité à faire ça. Je sais pas comment il fait. Et j'ai retrouvé ce même truc dans Florida Project, où je sais pas, il est très fort pour peindre les personnages, pour leur créer de la personnalité. Genre, il est super fort pour ça. Et après, le film, il est un peu long, je crois, 2h30, un truc comme ça. Mais je trouve que ça passe, enfin, tu sens pas vraiment le temps passer. Juste au début, j'ai eu énormément de mal avec la musique un peu pop, que j'aime pas du tout, je supporte pas. Après, ça va dans le style de vie, on va dire, de ce que fait Anora. Genre, du coup, c'est des musiques pole dance et tout ça. Donc, en soi, ça colle. Mais juste au début, je sais que j'ai eu énormément de mal à m'accrocher, on va dire. Et puis, c'est un moment, dès que du coup, il y a les gens, il y a ces 3 hommes qui viennent du coup essayer d'annuler le mariage entre les deux. Dès qu'il y a leur arrivée, ça tourne sur du burlesque. Enfin, vraiment, ça devient drôle, mais très drôle. Enfin, vraiment, moi, je sais pas, j'ai adoré. Et ça s'arrête pas, quoi. C'est de plus en plus drôle, en fait. Et après, il faut aimer. Si on n'aime pas ce genre d'humour, bah, je peux comprendre que le film, pas fou. Et toute cette partie-là vient vraiment... Enfin, moi, ça m'a fait accrocher directement. Et à la fin, c'est un peu plus triste, un peu plus émotion. Mais il arrive trop bien à faire ça, en fait, je sais pas, il y a toute une palette d'émotions et il touche à tout. Et je trouve ça très fort. Et aussi, enfin, ça parle du coup de cette femme-là et de sa galère. Enfin, vraiment, je sais pas, enfin, je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés à voir après de ce qu'il va faire. Mais là, c'est déjà 2 films où vraiment je les mets très haut. Enfin, gros coup de cœur. Donc, je vais regarder de près ce qu'il prépare peut-être pour le futur. Mais ouais, ce film, énorme coup de cœur. Alors pour ma part, j'ai trouvé que c'était un choix assez surprenant pour une Palme d'Or, mais très cool tout de même, avec ce film qui est quand même assez grand public, je trouve, et j'espère qu'il trouvera son public en salle. On passe un super moment devant, et on rigole beaucoup, ce qui était assez inattendu pour ma part, parce que c'est vrai que quand on pense à Sean Baker,
C'est les petits drames indépendants avec des personnages attachants. Il y a souvent des thématiques autour du sexe dans ces films qu'on retrouve. Mais voilà, comme tu dis, il arrive à faire des portraits qui nous touchent en plein cœur souvent. Même si par exemple son dernier Red Rocket était un peu moins... Enfin, c'est surtout que le personnage principal était un gros connard, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va glorifier justement, il va le traîner dans sa boue et voilà, il essaye de lui faire prendre conscience qu'il doit changer, quoi. Bon, là je m'éloigne un peu du sujet. Sinon, pour revenir à Anora, j'ai pas grand chose à rajouter que tu n'as déjà dit si bien. Donc, au lieu de te paraphraser, je vais juste plutôt parler de la forme du film et en tout cas d'autres types de films auxquels ça m'a fait penser. On pourrait se rattacher, si vous voulez, un petit peu des éléments de comparaison pour savoir à quoi s'attendre quand il sortira dans les salles françaises. Mais en fait, c'est vrai que le début, on va dire les 30 premières minutes, on dirait un Pretty Woman mais version Génération Z à notre époque, qui serait réalisé par un Larry Clark qui va filmer au plus près les corps suants dans des ébats charnels. Il y a beaucoup de scènes de sexe comme ça, assez crues. Enfin, voilà, sans grande pudeur, quoi. Et du coup, c'est de manière assez inattendue que ça va dériver vers une espèce de comédie à la frère Cohen, type Fargo, et doublé d'un espèce de film sous tension qui m'a rappelé Uncut James des frères Safdie, puisqu'on a une espèce de course-poursuite qui s'engage durant toute une nuit, où tous les personnages vont se mettre à se hurler dessus en permanence, ce qui peut être assez déstabilisant si on n'aime pas se retrouver dans un truc un peu anxieux. Mais là, en fait, ça crée des situations de plus en plus drôles, puisqu'en fait, on a des espèces de malfrats, de petites frappes russes qui doivent en fait contenir Annie dans toute sa rage, et elle leur met la misère et en fait ils ripostent jamais et du coup ça crée des trucs assez inattendus, absurdes, mais très drôles, quoi. Donc ouais. Ça s'arrête jamais, quoi. C'est ça qui est drôle, genre... enfin, c'est en continu, quoi. Tu penses que ça c'était drôle et en fait non, ça re-enchérit à derrière Ouais, c'est ça. non-stop, quoi. Enfin, Et pendant toute une séquence, comme quoi. t'as dit, le film est assez long, ouais, il dure certainement plus de 2 heures, 2h10, 2h20, comme ça. Alors que d'habitude il fait plutôt des films sur 1h45, 1h50, il me semble. Peut-être effectivement à un moment il y a un petit creux, mais en fait on passe quand même un super bon moment et voilà, moi j'étais surtout surpris de la direction dans laquelle le film nous amène, qui est assez inattendue, parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus un espèce de portrait social sur la misère liée aux personnes qui sont obligées un petit peu de se prostituer pour vivre. Même si pour lui, je pense pas qu'il y ait une vision négative de ce travail-là, vu qu'il a dédié en plus le film au travail du sexe. Mais voilà, après, on oublie complètement le côté scène de sexe ou elle qui travaille. Enfin, c'est vraiment, on part sur un truc ouais, de comédie absurde. Enfin, pas absurde, mais comédie un peu noire. Voilà, ça fait du bien. C'est un film, un feel-good movie qui arrive à nous toucher à la fin également aussi. Et on va terminer donc avec 2 films qu'on a pu rattraper après la fin du Festival de Cannes, car il y a des diffusions de films de la compétition officielle ou Un certain regard ou La quinzaine des cinéastes, notamment dans plusieurs cinémas un peu partout en France. Et donc on a pu rattraper un des films que j'attendais le plus aussi et que j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu là-bas, qui était le dernier film de David Cronenberg, Les Linceuls ou The Shrouds en version originale. Un film avec Vincent Cassel et Diane Kruger notamment, qui sortira dans nos salles le 25 septembre 2024 et qui était présenté également en compétition officielle. Alors pour résumer le film, en fait, on a Vincent Cassel qui joue un mec qui a une espèce d'entreprise high-tech qui permet aux gens de pouvoir suivre à l'aide d'une application leurs défunts, leurs proches défunts, qui sont morts, enterrés, et de suivre un petit peu l'état de décomposition de leur corps pour, je sais pas, une manière de surmonter leur deuil différemment et d'être au plus près organiquement du corps de la personne chérie qui est décédée. Bon, c'est assez mal résumé, mais en gros, voilà, il y a ce personnage qui a perdu sa femme et qui a développé ce truc-là pour rester un peu plus proche d'elle. Et puis en fait autour de ça va se mettre une histoire un petit peu de complot et de sabotage et voilà un petit peu.
Easy, ton avis sur le film? Alors, en point positif, je dirais que ce serait l'idée de base, du coup, ce que tu viens de dire, quoi, genre ce procédé-là qui peut être intéressant, ça fait, tu sais, en mode futuriste, tout ça. Et donc ça marche, c'est intéressant. En fait, le point de départ, je m'accroche, j'aime bien, mais je trouve que c'est très mal exécuté et ça, c'est vraiment dommage. Et aussi, il y a un truc que je supporte pas dans les films. Des fois, ça peut. Enfin, si c'est un tout petit peu, c'est ok, mais là, franchement, il en abuse. C'est le fait de filmer un téléphone. Par exemple, tu filmes un téléphone et sur le téléphone, il y a une vidéo ou je sais pas quoi. Et il y a beaucoup cette technique-là. Enfin, cette technique, c'est même pas vraiment une technique. C'est en plus, moi, des fois, même, je m'amuse à voir s'il y a pas un petit bout de fond vert qui dépasse, quoi. Enfin. Et c'est beaucoup trop utilisé et il y a un moment une scène de révélation un peu et ça se passe là-dessus. Enfin, je trouve ça éclaté, ça fait cheap, ridicule, pas crédible. Donc bon, voilà. Après, j'étais fatiguée pendant la séance aussi, mais je pense que le film juste a pas aidé. Enfin, il parle trop et c'est chiant et c'est dommage. Enfin, voilà. Après aussi, si un deuxième point positif, je te dirais que c'est la musique. J'ai beaucoup aimé. Limite, ça m'a bercé et c'était dur après, du coup, de garder les yeux ouverts. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas du tout été séduite. Je trouvais ça un peu nul. Diane Kruger, ok. D'habitude, j'aime bien l'actrice, mais là, je trouve que bon. Et aussi, Vincent Cassel, des fois, on avait rencontré quelqu'un qui nous avait dit ça, qui on dirait qu'il jouait un peu mal. Et au début, je l'ai pas senti. Je suis ah bah non, je trouve qu'il joue bien. Et c'est vrai que si, en fait, il y a des moments où il est censé être pas neutre, quoi. Et je trouve, oui, ça fait bizarre quand il parle en anglais. Et je sais pas, ça fait faux. Pas théâtral, juste on dirait qu'il joue mal, donc c'est bizarre. Donc ouais, pas du tout, j'ai pas du tout été prise dans le film. Je trouvais le rythme chiant, lent, pas compréhensible. Voilà, pas fou tout ça. Ouais, un peu pareil de mon côté, assez déçu. Même si j'avais entendu déjà des retours négatifs dessus, je voulais pas forcément croire les gens et me dire non, mais c'est bon, on va se faire son propre avis. Bah effectivement, les gens avaient plutôt raison, parce que le concept de départ est super intéressant, mais il en fait pas grand chose d'intéressant avec derrière, quoi. Malgré que le sujet a l'air d'être assez personnel et Vincent Cassel va jouer un peu son alter ego, parce que lui-même, Cronenberg, a perdu sa femme il y a quelques années, et donc il a eu du mal à faire son deuil, et ce film-là l'a un petit peu aidé à affronter ça également. Ici, le film, comme je l'ai un peu dit dans le résumé, il va s'éparpiller avec une histoire de complot, aussi un petit discours sur l'intelligence artificielle et également des pirates informatiques russes ou chinois qui viennent se mêler au tout. Ce qui fait que l'histoire, la trame est assez complexe à suivre, voire cryptique. On a une espèce d'enquête pour savoir qui a saboté un petit peu les tombes high-tech développées par le personnage de Cassel, mais qui n'aboutissent à pas grand-chose de super intéressant. Et au final, on se dit tout ce chemin parcouru, pourquoi ? En fait, ce qui me manquait peut-être, c'était le côté graphique, le côté image de corps un peu malmené, comme on pouvait en avoir dans son précédent, Les Crimes du Futur, qui était un petit peu un retour pour Cronenberg à ce qu'il faisait de mieux dans les années 80, par exemple. Voilà, là, c'est un peu comme s'il refaisait une transition vers son cinéma plus philosophique et chiant des années 2010, confère Cosmopolis. Mais après, voilà, ça reste du Cronenberg parce que on a à la fois Eros et Thanatos, le sexe et la mort, la technologie et l'organique. Et je pense que des gens pourront quand même y trouver satisfaction. Et on termine enfin, du coup, cet épisode par le dernier film lié au Festival de Cannes qu'on a rattrapé par la suite, à savoir le dernier film de Alain Guiraudy, Miséricorde, qui n'a pas encore de date de sortie annoncée et qui était présenté dans la nouvelle sélection Cannes Première. Alors, pour résumer ce film, j'ai plus le nom du personnage en tête, mais en gros, c'est un mec, d'ailleurs joué par un acteur inconnu, qui revient dans son village natal puisque le boulanger, qu'il connaissait bien, est décédé. C'est un peu un choc pour le village. Et voilà, il va renouer un petit peu avec des amis d'enfance, la mère d'un camarade, voilà, les gens du coin, l'abbé, tout ça, qui vont se mêler petit à petit à son histoire et il va venir un petit peu perturber ce microcosme-là. Easy, qu'as-tu pensé de ce premier film d'Alain Guiraudy que je t'ai un petit peu forcé à voir avec moi ? Oui, c'est vrai que tu m'as dit « Ah non, mais tu peux pas rater ça et tout.
faut que tu viennes et tout, machin. Parce qu'en fait, j'avais déjà analysé en cours de cinéma pendant mes études 2 de ces films, mais je les ai jamais vus en entier, quoi. J'ai juste vu quelques scènes et tout, donc je vois un peu les thématiques souvent qu'il aborde, mais j'avais jamais vu de film entier de lui, quoi. Que des scènes un peu pas habituelles, quoi, on va dire. Et du coup, voilà, Bruiris, il m'a dit non, faut que tu viennes, machin. Donc, j'avoue, c'est pas mauvais, c'est pas excellent, c'est un film. En fait, je connaissais rien du tout. Je sais pas du tout de quoi ça allait parler, donc forcément, il y a un moment dans le film où du coup j'étais étonnée. J'étais là, ah ouais, ok, ça part comme ça, ok, très bien. Et mais après, je trouvais ça bien foutu dans le sens. En fait, c'est que des moments bizarres un peu et une ambiance un peu glauque et aussi comique. Ça, j'ai bien aimé. Bon, après, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui rigolaient un peu pour rien des fois. Moi, ça m'a fait rire à certains moments, oui, mais pas non plus toutes les 5 minutes. Et il y en a plein qui rigolaient quasiment tout le temps en mode énorme comédie. Je suis là, ouais, bah, calmez-vous quand même. Après, c'est peut-être des gens qui sont habitués à son cinéma et qui retrouvent, Ouais. qui s'attendent à des choses et du coup, la moindre petite réplique ou comportement étrange va les faire rire, quoi. Ouais, mais là, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, quoi. Genre, non, tu trouves pas? Même nous, on s'est regardé en mode, mais calmez-vous, en fait. Après, c'est beau, hein, si les gens rigolent, enfin, c'est bien. Hein. Oui, bah après, voilà, on est sensible différemment à l'humour, quoi, je pense. Oui, oui, non, bien sûr, mais juste, enfin, voilà, quoi. Et, mais après, oui, j'ai bien aimé la tournure que ça a pris. Je sais pas, puisque je m'attendais à pas grand-chose, bah, ça pouvait pas me décevoir ou quoi. Mais peut-être je m'attendais à plus de scènes un peu bizarres ou quoi. Mais il y en avait quand même quelques-unes. Mais mélangées à l'humour, donc ça va, c'est pas si bizarre que ça, parce que c'est censé être drôle. Et ouais, j'adore l'actrice Catherine Fro. Je sais pas, je l'aime beaucoup, donc j'étais contente de la revoir ici, puis ça faisait longtemps que j'ai pas vu de film avec elle. Donc je l'aime bien. Et voilà, donc le film, il n'y a pas de côté négatif, je dirais. Peut-être ça aurait pu plus partir dans la bizarrerie. Encore plus quoi, le pousser à fond, mais bon, c'est pas non plus grave qu'il n'y ait pas eu ça. Et enfin voilà, un peu le même effet que Nikki, genre très bon et je demande pas plus, ça marche et c'est sympa quoi. Pour ma part, du coup, bon, je l'ai trouvé un petit peu décevant également, ce film, par rapport au précédent qu'il avait pu faire. Moi, mon préféré de lui, je pense, c'est L'Inconnu du lac. Après, j'avais vu Rester vertical et son dernier qui était Viens, je t'emmène, je pense, qui là aussi était quand même assez original. Alain Guiraudie, c'est un peu l'équivalent de Bruno Dumont pour le nord de la France, mais avec le sud-ouest. Mais oui, en tout cas, il représente une certaine ruralité dans son cinéma qui ne se passe jamais à Paris, par exemple. Et donc, pourquoi j'étais un peu déçu de ce film-là? Je m'attendais à du cul, quoi. Parce que c'est aussi un peu ce qui fait la marque de fabrique de son cinéma, c'est des scènes de sexe crues et réalistes, auxquelles on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté. Mais bon, rassurez-vous, pour ceux qui sont fans de son cinéma, ça reste du Guiraudie. Comme je disais, on retrouve la ruralité, un humour pince sans rire, il y a des situations absurdes. Là, en fait, c'est décrit comme un thriller érotique, mais sans scène de cul. Alors c'est vrai. Et on sent quand même une espèce de grosse tension sexuelle tout le long du film. Avec tous les persos. Tous les personnages, on a l'impression qu'ils veulent pécho le personnage principal. Ouais. On a toujours l'impression qu'il va se passer un truc. Il y a notamment, en plus de Catherine Fro, il y a aussi Jean-Baptiste Durand, qui est donc le réalisateur de Chien de la Casse. Et donc là, il joue un des rôles principaux. Et plusieurs fois, avec le personnage principal, ils vont se friter dans la forêt et commencer à se battre, mais on dirait limite ils vont s'embrasser et commencer à baiser à même la terre au milieu des champignons qui doivent être récoltés par une espèce de prêtre lubrique. Donc voilà, il y a une galerie, en fait c'est très intéressant pour la galerie de personnages plus loufoques les uns que les autres. Et puis oui, il y a quand même une histoire de crime qui va se glisser au milieu et du coup faire basculer le film dans un côté un petit peu enquête policière, thriller, paranoïaque, mais tout en étant tranquillou. C'est-à-dire que la personne qui a commis le crime va chercher à ne pas se faire démasquer et à chaque fois il est à 2 doigts de se faire choper, mais en fait il y a toujours un truc qui vient un petit peu basculer, qui vient le sauver in extremis quoi. Mais voilà, c'est le genre de film, en fait il faut un peu le voir pour le croire. C'est assez difficile de décrire l'atmosphère. Je pense qu'il faut vraiment le voir
pour comprendre de quoi on parle. Et puis j'aurais un seul truc à dire pour conclure sur ce film. Easy, un petit pastis. Let's go. On arrive donc à la fin de cet épisode spécial sur Cannes, mais avant de se quitter, on va quand même faire un petit top 3 personnel, donc des films qu'on a pu découvrir lors de ce 77e Festival de Cannes 2024. Alors quel est ton top 3 à toi, Easy ? Alors en première position, on retrouve Anora, voilà. Ensuite, The Substance, même si j'ai pas vu la fin, quand même. Et ensuite, Flo, voilà. Et toi, Boris ? Alors moi, j'ai pratiquement le même film. En première position, ça sera The Substance. En deuxième, Anora. Et en troisième, The Apprentice. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode spécial sur le Festival de Cannes 2024. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez donc nous retrouver sur les plateformes de podcast, à savoir Spotify, Apple Podcast, Deezer. Mais sinon, nous sommes aussi présents donc sur YouTube, où vous pouvez retrouver une petite animation concoctée par mes soins durant tout l'épisode. Easy, merci encore une fois d'être venu au Festival de Cannes avec moi cette année. C'était peut-être mon dernier, puisque j'ai 28 ans révolus. On verra l'année prochaine ce qu'il en est ou pas. En tout cas, j'espère que tu as passé quand même un bon séjour cannois. Ouais, malgré... J'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Je serai pas malade. Mais ouais, c'était super. Et donc, on vous dit à la prochaine. Salut, salut. Salut, à la prochaine. Tu peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des WC. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort Putain, il intéressant. casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. N'a pas été designé par Dior ou Louis Vuitton. Ah, c'est dur à dire. Je veux dire autre chose sinon. Louis. Par Dior et Louis Vuitton. C'est Vuitton ? Oui. Non, c'est Vuitton. Vuitton. Alors Zach devait être là, devait être au festival. Non, 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 on dit pas ça, on dit pas ça. Alors qu'on a peu de... Ce qui porte le nombre de films de... Ce qui porte... Ah, ça ne peut plus rien dire. Alors du coup, Easy, quel a été... Carlton. Alors du coup... Carlton, ton avis. Super, comment on fait un montage là ? C'est où qu'on te coupe ? Je sais pas où ça commence, ni où ça finit, c'est incroyable. Mais moi je On sais. dirait un film de Nicolas Cage. Putain. Enfin, je connaissais juste Florida Project et j'avais vu Rasta Rocket de lui. Et Non, pas... Rasta Rocket. Tu veux dire Red Rocket ? Red Rocket. T'aimes bien Donald Trump ? We're gonna make America great again. Cancel. Je veux pas ça au montage. Hein. Moi, je coupe ça. Grab them by the pussy. Sinon, le Bénin, ils vont plus nous écouter, là. I'm innocent. Tu le fais bien. Hein. I'm Donald Trump. Et ben voilà, comment on conclut ? Bah, je sais pas, t'as rien écrit ? C'est bon ? Coupé. Je coupe.